Alors en effet, moi, David Plordeau, je suis préhistorien, je travaille au muséum ici, j'ai fait ma thèse ici et j'ai continué. Depuis ma thèse, je me suis un peu spécialisé, on va dire, sur la préhistoire africaine. Et donc, c'est tout naturellement, quand Laurence m'a proposé d'intervenir, que j'ai choisi de parler de l'Afrique, de parler de cette préhistoire africaine, aussi un peu pour rappeler que nos origines sont africaines et qu'en telles, nous sommes tous un peu africains et que nous sommes entrés dans l'histoire en tant que telle, en tant qu'Africains, que ce soit depuis l'origine de l'homme, donc Homo habilis, et toute l'évolution humaine, à chaque fois a pris place en Afrique, les premiers hommes ou bien sûr notre espèce Homo sapiens, et que parallèlement, et ça va être plutôt mon volet, parallèlement il y a une évolution culturelle avec des innovations, avec des changements comportementaux qui sont graduels, importants et qui se passent là aussi en Afrique. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on connaît bien la préhistoire un peu européenne, en tout cas la terminologie. On parle de paléolithique, par exemple, paléolithique inférieur, paléolithique moyen, paléolithique supérieur, néolithique. En Afrique, on a une terminologie un petit peu différente, du fait même de la spécificité environnementale, par exemple, et de cette évolution humaine aussi, de l'Afrique. Et donc, on a une terminologie différente qui est un peu calquée sur la terminologie européenne, mais qui n'est pas tout à fait équivalente. Donc on va plutôt parler de Early, Middle et Later Stone Age, à la place des paléolithiques qu'on connaît ici. Donc j'ai choisi, puisqu'il faut bien choisir, d'aborder sur les 3 cours, puisqu'il s'agit de cours en plus, pas vraiment de conférences, de cours, c'est un petit peu peut-être différent, donc il faut être peut-être plus précis, et puis cohérent. Donc je vais essayer de l'être. Donc j'ai choisi 2 points clés d'abord. Un premier point clé aujourd'hui qui va traiter justement de cette émergence du genre Homo, des premiers hommes, qui est souvent liée à l'apparition, croit-on, des premiers outils, d'où le point d'interrogation. Un deuxième spot assez important dans cette évolution humaine et cette évolution culturelle en Afrique concerne une période qu'on n'a pas souvent connue finalement. Depuis quelques années, on s'intéresse beaucoup, puisque l'émergence d'Homo sapiens est quelque chose de très médiatisé et très important maintenant. Mais sur le volet culturel, on a longtemps été un petit peu plus en recul, et pourtant ça consacre une période assez clé dans cette évolution culturelle. C'est ce qu'on va appeler le Middle Stone Age, donc ça sera la semaine prochaine. Le Middle Stone Age, une époque justement moderne, liée à l'émergence de l'homme moderne en Afrique. Et puis il restait une troisième, et qui sera, je ne sais pas encore exactement tout ce que je vais pouvoir mettre sous ce titre, diffusion, migration, transition, dynamique des changements comportementaux dans la préhistoire africaine. C'est juste aussi pour rappeler que, en tant que préhistorien, et les préhistoriens, les paléanthropologues, et on marche sur des œufs, c'est un grand puzzle, on a beaucoup de trous, on a beaucoup de pièces manquantes, donc on fait souvent un petit peu des raccourcis, particulièrement dans les médias, et c'est un petit peu plus complexe que ça. On a des données fractionnées, parcellaires, et donc essayer d'y voir un petit peu plus clair. Je prendrai surtout des exemples concrets de fouilles et de recherches, pourquoi pas illustrer celles que je mène encore actuellement en Afrique, puisque c'est un petit peu le lieu pour en parler. Voilà, donc on va commencer par la première séance sur premiers hommes, premier outil, premiers hommes, ou premiers hommes, premiers outils. D'ailleurs, je ne sais pas quel titre était vraiment choisi, on aurait pu l'inverser, avec ce gros point d'interrogation, puisqu'on fait souvent un petit peu le raccourci. Alors en fait, tout commence dans les années, on va dire dans les années 50, par un biais, maintenant qu'on peut considérer comme un biais historique. En 1959, gorge d'Olduvai, Louis et Mary Leakey, que vous connaissez sans doute de nom, fouillent un site
plusieurs sites d'ailleurs dans les gorges d'Olduvai, en particulier sur le niveau 1 et le niveau 2 d'Olduvai, qui sont datés au niveau 1, le bed 1 daté d'environ 1,8 million d'années. Et sur ces sols, donc Louis-Anne-Marie Licky ici, et sur un des sites du bed 1, le site FLK en l'occurrence, ils ont mis au jour de nombreux outils en pierre, principalement des galets aménagés, les premiers outils, des éclats, des galets aménagés, etc. Des galets qu'on va un petit peu fracturer pour obtenir un tranchant. Mais bon, ça, rien de très exceptionnel. Et dans les mêmes niveaux, ils vont trouver également... Alors oui, donc ils trouvent ces outils qui seront à la base d'une culture matérielle, comme on dit, l'oldowayen. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler, mais comme on va parler de l'acheléen ou du solutréen, on parle d'oldowayen à partir du site éponyme, donc des gorges d'Olduvai. Donc très bien, l'oldowayen, site éponyme Olduvai, très bien, avec une diagnose, on va en parler après. Et dans les mêmes niveaux, ils ont trouvé également des restes d'hominidés très connus. Vous les reconnaissez sans doute d'ailleurs, si vous avez suivi les cours en particulier l'année dernière, je crois. Je sais pas. En tout cas, ils ont retrouvé deux holotypes, OH5 et OH7, un holotype de Zingianthropus boisei, qu'on appelle maintenant Paranthropus, mais à l'époque Zingianthropus boisei, et aussi une nouvelle espèce avec des caractéristiques assez différentes, et ça sera l'holotype d'Homo sapiens, donc le premier représentant du genre Homo. Donc un petit peu problème, puisqu'ils ont trouvé quand même sur le même niveau des outils en pierre, un représentant du genre Homo, un premier homme, et un australopithèque, paranthrope, etc. Et c'est à partir de cela, dans la diagnose qu'ils vont faire, dans la description un petit peu qu'ils vont faire des restes d'hominidés et des outils, ils vont associer, alors c'est en anglais, peut-être que tout le monde n'est pas anglophone, mais je vais le traduire, ils vont naturellement, ils vont directement associer les outils aux représentants du genre Homo, au premier homme, et non pas à l'australopithèque. Et tout en disant, même s'il est possible que Zingianthropus ou Habilis ait fait les outils en pierre, il est quand même beaucoup plus probable que le Homo habilis soit l'artisan, soit le tailleur de pierre, et que Zingianthropus soit plutôt un intrus ou une victime d'Homo sapiens. Ça a été publié comme tel. Et à partir de là, a été accepté finalement que seul l'homme avait la capacité cognitive et aussi anatomique, morphologique, de faire des outils. Donc ça, c'est un biais, puisque depuis 1959 et pendant une trentaine d'années, on n'a pas pu penser autrement que comme cela. Et donc, on va essayer de voir, à partir de là, comment ça a évolué. Parce que parallèlement, donc, à partir de 1960, l'oldowayen, en effet, va regrouper toutes les premières industries découvertes entre 2,5, 2,6 millions d'années et 1,5, 1,6 millions d'années. Et de toute façon, même si on n'a pas d'hominidés associés, c'est pas grave, c'est associé à l'homme indirectement, puisque depuis 1959, on a décidé que c'était l'homme qui était le tailleur de pierre. Et voilà. Sauf que parallèlement, naturellement, il y a eu aussi des recherches, vous n'êtes pas sans le savoir, des recherches éthologie en comportement animal, etc. Et que petit à petit, déjà, d'une part, on a vu que, on va y revenir, il y avait quelques cultures animales qui pouvaient montrer que la capacité de produire ou d'utiliser, en tout cas, des outils était partagée par d'autres primates que les primates humains. Et puis, parallèlement, ils ont commencé à comparer ces premiers outils qu'on a découverts en Afrique de l'Est avec des restes de chimpanzés, etc. Et ils ont fait des comparaisons, en particulier avec des vieux sites comme les sites de la vallée de l'Omo,
pour dire que finalement les premiers outils ressemblent beaucoup à ceux qu'on peut retrouver utilisés par les chimpanzés, les orang-outans ou d'autres primates non humains, grands singes, on va dire. Donc, bon, tout ça a été compliqué, et le problème, c'est que naturellement, depuis 1959, on a décidé que seul l'homme pouvait faire des outils, donc il y a une petite confrontation, à la limite, entre ces études éthologiques et les archéologues préhistoriens qui, eux, finalement, n'ont pensé que seul l'homme pouvait faire l'outil. Voilà, donc c'est à partir de ce biais qu'on va essayer de développer un petit peu mon intervention. Je vais la développer à partir du point d'interrogation, finalement. Premiers outils, premiers hommes, et j'ai décliné un petit peu l'intervention en plusieurs questions. Et la première, qui est sous-jacente à cette introduction, c'est de quoi parle-t-on? Quand on parle d'un outil, de quoi parle-t-on? Donc, première question, qu'est-ce qu'un outil? Alors, un outil, comme vous le savez aussi, si on en revient, on peut dire que l'utilisation d'outils est partagée par un grand nombre d'espèces animales, hein, comme les corbeaux qui vont utiliser des brindilles, ou les vautours qui vont utiliser des pierres pour casser les œufs, les bonobos, les chimpanzés, les grands singes, etc. Donc on a un problème de définition apparent. Si on en revient, depuis les années 60-70, en effet, il y a beaucoup d'études éthologiques, et en particulier, si on prend par exemple, là j'enfonce des portes ouvertes, hein, mais c'est pas grave, on va en reparler. Normalement, ça va se mettre en route. C'est en particulier là des chimpanzés, la maman chimpanzé qui casse des noix. Hein, vous avez tous vu ça sans doute, hein, avec comment on appelle, une enclume. Sur une enclume, pose la noix et avec une grosse pierre percuteur casse la noix. Et cette vidéo était assez intéressante d'ailleurs parce que il y avait l'enfant chimpanzé qui s'y mettait aussi, et ça montrait un peu l'apprentissage de cette utilisation d'outils. Donc voilà, je l'ai bien résumé. Ça va. Donc, mais vous pouvez me faire une remarque. La remarque qui peut être faite est la remarque qu'il s'agit d'utilisation d'outils et non de fabrication d'outils. Il n'y a pas de modification. Alors là, je dis oui, mais... Pas de modification, sauf si on regarde... bon, c'est partagé par les chimpanzés aussi. Hein, pour la pêche aux termites, il y a un effeuillage de la brindille ou de la branche, et clairement, il y a une modification d'un objet pour en faire un outil. Donc voilà, et puis après, pour aller à la pêche aux termites. Donc bon, il y a les mêmes, hein, c'est partagé un petit peu par tous les grands singes.
Voilà, il mange, bon, c'est bon, hein. Je crois que ça dure 10 minutes, donc non, c'est pas vrai, mais... Donc, bon, ce sont des actes et des opérations qui sont assez connues, hein, donc il n'y a rien de très nouveau, sauf sur cette définition d'outil, là où on reste quand même un petit peu embêté, parce qu'il y a modification. Donc, tout ça pour revenir à cette définition de l'outil qui est en fait très problématique. Elle est d'autant plus problématique qu'elle est quand même dans la définition, dans la définition du concept du genre homo, c'est-à-dire de l'homme. On a la capacité crânienne, on a quelques points morphologiques, et on a la capacité de faire des outils. Donc c'est quand même assez important de définir ce qu'est un outil. C'est pour ça que... Mais historiquement, jusque dans les années 70, la culture, y compris qui englobe l'outil, était humaine. On n'acceptait pas non plus qu'il y ait une culture animale, comme vous le savez. Bon, naturellement, il y a eu après des développements sur des éthologues très connus, comme Jane Goodall ou Van de Waal, qui, eux, vont définir cette culture un petit peu plus largement pour qu'elle ne soit pas spécifique seulement à l'homme, donc y compris l'outil. Bon, c'est en anglais, mais globalement, ça veut dire que c'est transmis d'une génération à une autre. Il y a un apprentissage, une transmission d'une génération à une autre, et qu'une culture est partagée par un groupe de population, et là, qu'il soit humain, pas humain, non humain, etc. Donc, il existe un réel différent sur la définition de l'outil entre les préhistoriens et les éthologues, mais même plus loin, les biologistes, les philosophes, etc. etc. Bon, pour les archéologues, l'outil va être le produit d'une... Parce que forcément, les archéologues et les préhistoriens, ils ont essayé d'affiner un petit peu leur définition de l'outil, puisque ça collait plus très bien. Au début, c'était juste un outil qui sert à quelque chose. Après, on a dit oui, mais c'est pareil pour les primates non humains, donc les préhistoriens ont dit d'accord, mais attention, il faut qu'il soit modifié, il faut qu'il soit fabriqué, etc. Donc maintenant, on en est à une définition un petit peu comme celle-ci. L'outil est le produit d'une succession d'étapes mentales et physiques obtenues en modifiant un objet par un autre pour son utilisation. Donc il y a modification d'un objet avec un autre, etc. Pour les éthologues, etc., c'est beaucoup plus complexe, parce que on va aller plus loin. Est-ce que l'outil est-ce qu'il est forcément matériel? Est-ce qu'une partie du corps ne peut pas être elle-même un outil? Donc il y a vraiment des ouvrages et beaucoup d'articles qui traitent de cette définition de l'outil. Au final, la définition est presque la même, mais beaucoup plus élargie, puisque ça va être l'outil pour les éthologues, par exemple, ça va être un outil qui a été modifié pour atteindre un objectif. Donc, bon, en fait, il y a un gros différent, mais pas tant que ça, c'est juste une question de terminologie. Mais bon, quand c'est philosophique, etc., c'est un petit peu plus compliqué. Donc, j'ai pas de solution, je vous présente juste l'état des choses. En tout cas, il y a un adage très connu depuis les années 90. L'outil donc est le produit d'une succession d'étapes mentales et physiques obtenues en modifiant un objet par un autre pour son utilisation. Et l'outil fait l'homme, l'homme fait l'outil, puisque l'outil est complexe, finalement. Alors que les éthologues vont répondre en disant non, bon, la manufacture d'outils est conçue comme toute modification d'un objet par l'utilisateur pour en faire un outil, donc quelque chose dont on se sert, plus efficace. Et Pascal Pic, qui n'est pas éthologue à proprement parler, paléanthropologue, réagissant sur une découverte dont je vais parler juste après, normalement, si c'est bien dans l'ordre, avait répondu un petit peu à cet adage « l'outil fait l'homme, l'homme fait l'outil » en disant « non, maintenant, on ne peut plus dire que l'outil fait l'homme, l'outil ne fait plus l'homme puisque a été découvert dans les années 2000 le premier site archéologique chimpanzé, ce qu'on pourrait dire le chimpanzé Stone Age, sur le site de Noulo en Côte d'Ivoire,
où un certain nombre d'outils ont été découverts, comme vous le voyez, et qui correspondent, ces outils correspondent en tout point aux outils qu'on n'a pas vus tout à l'heure, mais des chimpanzés qui s'en servent pour casser des noix, donc des enclumes, des gros percuteurs, des éclats fracturés et des résidus de noix, de fruits, etc., etc. Donc c'est le premier site archéologique. Donc il y a l'existence d'outils anciens chimpanzés, donc l'outil ne fait plus l'homme. Bon. Alors, de toute façon, d'une manière générale, l'outil, c'est assez complexe parce qu'on peut en parler beaucoup actuellement, on peut en parler beaucoup aussi philosophiquement, etc., etc. Mais archéologiquement, c'est un petit peu plus compliqué. La notion même de culture est plus compliquée dès qu'on entre dans la préhistoire, je vais dire. Donc là aussi, il y a eu beaucoup de réflexions sur ce qu'était la culture, hein, et en particulier la culture matérielle. Et je reprendrai juste cette définition, ces 4 critères qui ont été mis en avant pour définir un peu la culture au niveau archéologique. Et il y a 4 points. Bon, alors il y a l'apprentissage, l'organisation sociale et la culture, les traits qui sont associés à un comportement symbolique. Bon, très bien. Alors c'est pas toujours très facile à voir ça, tout ça archéologiquement. Et il y a un dernier critère qui va être la tradition, c'est-à-dire le maintien dans le temps d'une tradition culturelle et des changements. Et c'est sur ces changements finalement que va se cristalliser quelque part un petit peu, même au niveau de l'outil, toute la différence qu'on peut avoir entre l'évolution culturelle de l'homme et celle par exemple des primates non humains. Puisque, jusqu'à preuve du contraire, maintenant, on n'a jamais réussi à voir de changement culturel au niveau, par exemple, de l'emploi ou des outils des chimpanzés, puisque, d'une part, on n'a pas de recul, puisqu'on n'a qu'un site archéologique, et puis que ce site archéologique qui date de 3000 ans environ, les outils vont être les mêmes que ceux produits ou utilisés maintenant par les chimpanzés. Donc on n'a pas le recul. Donc finalement, ce changement va être un petit peu le critère indéniable pour dire que quand même l'outil de l'homme, et on va dire la culture humaine, est un petit peu différente de la culture animale. Et c'est sur ce principe un petit peu que ont été proposés au niveau technique, donc ça concerne les outils, une proposition d'un préhistorien, hein, sur les modes techniques, cette évolution technique au cours du temps, tout au long de la préhistoire. On passerait par exemple du mode 1 au mode 5, le mode 1 le plus sommaire, au mode 5 le plus complexe, au niveau de la production, en tout cas production de la taille de la pierre. Et qu'on ne pourrait pas passer, que c'est graduel, que c'est cumulatif. On passe par le niveau 1 pour avoir le niveau 2, le niveau 3, le niveau 4 et le niveau 5. On ne peut pas directement arriver au niveau 5. Donc il y a comme ça une perspective, même si elle est simpliste, un petit peu évolutionniste et cumulatif, et qui ferait un petit peu la différence. Donc là, on est, pour la définition de l'outil au sens préhistoire et homme du terme, on est un petit peu dans cette définition ici. Et si on le remet un petit peu comme ça, c'est ce que font les anglo-saxons beaucoup, hein, c'est une nomenclature un petit peu anglo-saxonne, on va avoir en effet le mode technique 1 qui correspondrait à l'oldowayen dont je vous ai parlé tout à l'heure, le mode technique 2 à l'acheléen, aux différentes grandes cultures qui se succèdent tout au long du Paléolithique ou du Stone Age. Et certains, quand même, de dire oui, mais on ne peut pas mettre de côté complètement l'outil des chimpanzés. Et d'ailleurs, dans l'évolution humaine, hein, on a une lignée humaine qui se détache de celle des chimpanzés il y a, je sais pas, 8 millions d'années. Pourquoi ne pas imaginer que les outils chimpanzés correspondraient à un mode 0, espèce d'outil originel qu'on pourrait retrouver éventuellement même il y a 8 millions d'années, ce qu'on n'a jamais retrouvé encore, hein, naturellement. Donc voilà, ça c'est aussi une des questions.
Globalement, bon, il y a une petite bataille entre culture humaine, culture animale, etc., etc. En tout cas, il y a des points communs, ça c'est sûr. Activité apprise socialement et qui persiste à travers les générations. Et puis si on reprend les 4 critères, il y en a 3 qui marchent assez bien. La différence va peut-être se porter sur le langage, en effet, même si, bon, il y a beaucoup de débats sur le langage des hominidés, et l'évolution et l'apparition du langage chez les hominidés, et l'évolution cumulative dans le temps chez l'homme de la fabrication, en particulier des outils, si on prend pour les cultures matérielles les plus anciennes. Voilà, et qui intègrent au fur et à mesure les adaptations, les innovations, etc., etc. Bon, si on en revient un petit peu au cœur du sujet, premiers outils, premiers hommes. La première des choses, c'est qu'il faut quand même savoir comment on va reconnaître... c'est pas très grave non plus. Ah ben non, ça marche, vous voyez. Ouais. Comment on va reconnaître des outils? C'est bien gentil d'aller en Afrique chercher les vieux outils, mais encore faudrait-il pouvoir les reconnaître. Et en fait, ils sont visibles quand même par certains stigmates, les outils en pierre, puisque les plus anciens outils qu'on ait trouvés sur les sites africains, mais pas seulement, sont naturellement en pierre, puisque ce sont des restes pérennes, ce qui ne préjuge pas qu'il n'y avait pas des outils végétaux qui existaient au même moment ou même auparavant. Donc il y a certains stigmates qui sont laissés sur les produits de la taille, je vais en reparler un tout petit peu après. Naturellement, il y a le contexte et le degré d'agencement un petit peu qui permettent des différents coups, qui permettent de différencier entre la taille, on va dire, aléatoire, je sais pas moi, des cailloux qui se percutent dans le torrent, de celle qui est vraiment intentionnelle. Et puis si on la schématise un petit peu, pour produire des outils, il faut utiliser des techniques, une percussion, de la pression, je sais pas moi, un percuteur dur, une enclume, et il faut une méthode. Il faut quand même un petit peu réfléchir à l'agencement de ces différents coups. Je sais pas si vous avez déjà essayé de tailler la pierre, mais à la limite, on peut tailler facilement un éclat, un morceau, mais pour en avoir 3, 4, 5, là, il faut commencer et il faut avoir une méthode. Donc c'est un petit peu comme ça que les préhistoriens vont travailler pour essayer d'identifier et d'étudier les outils qu'ils vont mettre au jour sur leurs différents sites et leurs différentes fouilles. Donc, par exemple, juste pour faire un petit peu de terminologie sur les outils en pierre, puisque c'est les plus anciens qu'on ait trouvés, on part d'un bloc de matière première qu'on va fracturer et on va avoir d'une part un nucléus, parce que je vais peut-être vous parler de nucléus et d'éclat après, donc il faut que vous sachiez à quoi ça correspond. Un nucléus qui va être le cœur de la matière première sur laquelle on a frappé, et puis la matière qui s'en détache, on appelle ça un éclat. Et après, il y a différents critères, différents stigmates laissés sur l'un ou sur l'autre, sur le nucléus ou sur l'éclat, comme un bulbe de percussion, une onde de percussion, vous voyez, il y a un talon, c'est-à-dire la partie là où on va frapper, oui, c'est ça. Il y a différents stigmates qui nous montrent bien que une pièce comme celle-ci a été taillée volontairement et que si on en retrouve sur les sites, ce n'est pas fortuit, mais c'est l'action justement de quelqu'un qui a fait un outil. Donc, et l'utilisation de différentes techniques, comme je vous l'ai dit, la percussion indirecte ou la pression, par exemple, ça c'est les grandes techniques tout au long de la préhistoire qu'on va utiliser pour tailler la pierre. Puisque là, on parle principalement de pierre, encore une fois, puisque c'est les seuls vestiges qu'on ait sur ces premiers outils. Alors justement, ces premiers outils, je pense que c'est justement après, ces premiers outils, on va arriver à la deuxième question. Donc d'accord, on est capable de reconnaître les outils, donc on va sur les sites, on va tâter les sites. Maintenant, encore faudrait-il savoir quel est l'artisan, puisqu'on parle de premiers hommes, premiers outils, quels sont les artisans, quel est l'artisan, donc a priori l'homme, mais on n'a pas de préjugés, heureusement, pour ces premiers outils. Alors là, j'ai foire, voilà.
Alors actuellement, les plus anciens outils, oui c'est ça, en pierre ont été découverts en Afrique de l'Est, sur des sites que vous connaissez peut-être, hein, qui sont assez connus, qui sont dans des niveaux sédimentaires datés entre 2,6 et 2,3 millions d'années. Il s'agit, j'espère que je l'ai mis juste après, l'enchaînement, voilà, il s'agit principalement de galets aménagés, c'est-à-dire un galet que l'on va fracturer sur l'une ou l'autre face pour obtenir un tranchant et qui va nous permettre de décarcasser, par exemple, un squelette, etc. Ça va être aussi les éclats, puisque les éclats que je vous ai décrits juste avant ont l'avantage d'avoir un tranchant. J'imagine que vous avez déjà vu des éclats de silex, d'obsidienne, qui sont très tranchants et qui, pour le coup, sont très coupants. Donc ça, c'est ce qu'on a souvent pensé, hein, galet aménagé, premiers outils, galet aménagé, outils avec des petites retouches aussi, mais c'est même un petit peu plus compliqué que ça, puisqu'il y a la production aussi, la capacité de produire plusieurs éclats, plusieurs produits de façon successive, et donc qui demandent quand même une méthode, pour le coup, assez longue. Voilà un petit peu ce qu'on a trouvé, c'était à Kadagona, en Éthiopie, 2,6 millions d'années. Et si je vous dis 2,6 millions d'années, en Afrique, vous me dites... eh ben ça correspond pile poil à l'apparition des premiers hommes et des premiers représentants du genre Homo. En effet, si on cadre un petit peu, on a... bon, c'est encore d'actualité, même si c'est une vieille un petit peu... chronologie, mais ça marche encore à peu près. Donc, entre 2,5 millions d'années, 2,6, 2,5, autour de 2,5 millions d'années, si on regarde les hominidés présents en Afrique de l'Est, là où on a retrouvé les plus anciens outils, on a à la limite 5 prétendants pour la fabrication des premiers outils, si on n'a pas de préjugés. Hein. On a naturellement les premiers représentants du genre Homo, Homo habilis, Homo rudolfensis, que vous connaissez, et 3 autres, Paranthropus aethiopicus, Boisei, qui s'appelle plus Sigianthropus, hein, et Australopithecus gari. Voilà, donc ça fait 5 prétendants à la limite d'hominidés qui, pourquoi pas, avaient sans doute la capacité, ça on peut y revenir dans un autre point, mais j'aurais peut-être pas le temps d'en parler, la capacité aussi, les mains et la morphologie des mains nécessaires pour fabriquer des outils. Bon, alors, sur le papier, d'accord, mais dans les faits, qu'est-il ? Parce qu'en fait, pour savoir qui fait quoi, ce qui serait bien, c'est de trouver un outil à côté de la main d'un hominidé ou d'un crâne. Ça arrive rarement, très rarement, presque jamais. Il y a un site que vous connaissez, Hadar, enfin, vous connaissez Hadar en général, hein, c'est les mêmes formations où on a retrouvé Lucie en Afrique, dans l'Afar. Là, c'est un petit peu plus récent. On est sur le site AL666, 2,34 millions d'années, qui est finalement l'unique site antérieur à 2 millions d'années où on a retrouvé une association, entre guillemets, hein, c'est pas l'un à côté de l'autre, hein, c'est dans les mêmes niveaux, pas trop loin, entre des restes d'hominidés et de l'industrie lithique. Alors en effet, donc ça c'est bien calé stratigraphiquement, chronologiquement, hein, ça c'est bien en Afrique de l'Est, hein, il y a ce qu'on appelle des tufs volcaniques, des cendres volcaniques qui sont facilement datables. Donc on a des repères chronologiques sur les grandes séquences sédimentaires, donc ça c'est très pratique, donc on cale très très bien. Donc 2,34 millions d'années, on a un site, on a de l'industrie lithique, comme je vous ai dit tout à l'heure, hein, ça ressemble, hein, des galets aménagés, des nucléus, des éclats, très bien, et un maxillaire d'hominidés, donc publié dans les années 90, comme représentant du genre Homo. Affinité Homo. Alors maintenant, je ne sais plus parce que je crois que ça a été réétudié, mais bon, il y a des paléanthropologues là, peut-être, qui pourraient nous dire si c'est plutôt habilis ou rudolfensis, mais en tout cas, c'est représentant du genre Homo. Donc c'est le seul site, c'est la seule preuve
entre guillemets, direct qu'on est d'une association entre premiers outils et premiers hommes. Donc à la limite, je peux enlever le point d'interrogation, ça y est, on a fait la démonstration. Je vous remercie, c'est fini. Mais j'irai quand même un petit peu plus loin, parce que c'est pas parce que il y a en effet une association de représentants du genre homo avec des outils que les autres prétendants n'avaient pas non plus, eux, la capacité de faire des outils. Donc on continue à chercher. Et il y a quelques preuves, c'est pas le terme, quelques indices indirects si ce n'est de fabrication d'outils, du moins d'utilisation d'outils par d'autres hominidés de la même époque. On a d'abord Australopithecus gary, découvert dans les années 90, pas loin, dans le même endroit, en Middle Awash, la moyenne vallée de l'Awash en Éthiopie, toujours dans l'Afar. Donc découvert de ce fameux crâne d'Australopithecus gary et des ossements animaux portant des traces de modification, comme vous pouvez le voir sur la photo, plus ou moins bien, et des stries de découpe qui, naturellement, et ont été publiés comme tels, montrent bien qu'il y a eu l'utilisation probablement d'outils en pierre pour modifier en tout cas les restes osseux trouvés pour la chair, etc., trouvés à proximité en association avec Gary. Donc ça montre indirectement que Australopithecus gary avait du moins utilisé des outils en pierre pour arriver à ses fins. Donc on est toujours à 2,5 millions d'années, mais c'est une preuve indirecte, donc c'est pas complètement... en plus, c'est pas si facile de partager, le mot m'échappe, de savoir précisément les traces laissées par ces stries et ces marques de percussion. On ne sait pas, peut-être que c'est pas toujours évident de montrer qu'il s'agit d'outils en pierre qui ont été utilisés à ces fins-là. Faut faire beaucoup d'expérimentation pour voir si ça peut pas être, je sais pas moi, l'action de carnivores ou quelque chose comme ça. Donc il y a toujours un petit doute quand même sur ces preuves indirectes. La deuxième, qui est la plus flagrante, ça va être vous connaissez sans doute aussi ce crâne, oui, c'est plus qu'un crâne, d'ailleurs, c'est un squelette d'une petite Lucie, Salam, découvert, pareil, toujours dans l'Afar en Éthiopie. Donc un magnifique squelette, et en particulier un crâne juvénile d'Australopithecus afarensis. Donc là, on est à 3,39 millions d'années. Donc on est quand même 800 000 ans plus tôt, c'est ça qu'on dit ? Oui, plus tôt que les premiers outils dont je vous parlais tout à l'heure. Donc ça fait beaucoup de bruit. Donc Salam, la petite sœur de Lucie, là c'est très bien, il n'y a pas de problème, mais a été publiée aussi et dans une localité juste à côté, dans les mêmes niveaux, donc à 3,39 millions d'années. Les mêmes traces découvertes à Boury avec Gary, des traces de découpe, des stries de découpe sur des ossements dans les mêmes niveaux que Salam. Donc naturellement, l'association a été faite assez rapidement que l'Australopithecus afarensis Salam avait la capacité, ou sans doute avait utilisé des outils pour modifier les os animaux, les os d'animaux à proximité. Donc là, ça fait beaucoup de débats, ça a été publié comme tel. Utilisation d'outils probables par Australopithecus afarensis il y a 3,39 millions d'années, qui est quand même une petite révolution. On est 600 000 ans, encore une fois, ou 800 000 ans antérieurs aux premiers outils, donc ça fait beaucoup de bruit. Et il y a eu des contre-publications, etc., puisque là encore, comme il n'est pas si facile de distinguer exactement
les marques laissées par des outils en pierre, certains particulièrement des paléanthropologues ou des paléontologues ou des archéozoologues ont dit attendez, ces traces elles peuvent très bien aussi provenir, je sais pas moi, de l'action de carnivores, de crocodiles, etc., etc. Donc il y a débat et il n'est pas fini. En tout cas, c'est une autre preuve indirecte. Donc voilà. Globalement, on en est là, on ne sait pas. Potentiellement, on a une association avec Homo habilis, Homo rudolfensis et des premiers outils. Pour les autres, c'est pas très clair, on ne sait pas bien, etc. Donc, voilà, premiers hommes, premiers outils, je ne peux pas vous répondre. Mais il y a quand même une autre question qui se pose, c'est de savoir si ces premiers outils, tels qu'on les voit, hein, on en trouve donc, on va les revoir ici, autour de 2,6 millions d'années. Est-ce que ces outils sont apparus à 2,6 millions d'années, finalement? D'un seul coup, bling, des outils apparaissent? Ou est-ce que c'est une apparition qui est un petit peu plus graduelle, ce qui laisserait entendre qu'auparavant, il y avait peut-être des outils qu'on n'a pas encore découverts? Donc là, la question est posée, et elle est, là encore, un petit peu historique. Donc, c'est encore une poignée de sites hein, dont je vais parler, un peu toujours les mêmes. On a Gona, donc, dans l'Afar éthiopien, 2,6 millions d'années, Hadar, 2,33 millions d'années, Homo, que vous connaissez tous, 2,5 millions d'années, Ouest Turkana, donc globalement c'est dans le rift, hein, éthiopien et kényan, où on retrouve les plus anciens outils en pierre. Alors ces outils en pierre, il faut savoir que pendant très longtemps, la diagnose classique, c'est-à-dire un petit peu la carte d'identité de l'Oldowayien, c'est-à-dire des premiers outils, était assez simple. Faible densité d'artefacts, mais surtout production assez sommaire et gestion assez sommaire, naturellement, de la matière première. Bing, un coup, c'est fini, on jette. Donc, cette diagnose a été faite à partir justement du site d'Oldoway, hein, notamment, et puis après, au fur et à mesure des découvertes. Sauf que dans les années 90-2000, il y a d'abord eu une réanalyse des anciennes collections sur des sites un petit peu historiques. J'en prendrai un, par exemple, qui est dans l'Homo, voilà, qui pose la question de savoir si cette diagnose est toujours valable. Prenons les sites du membre F de la vallée de l'Homo, donc de la séquence sédimentaire de la vallée de l'Homo, donc le membre F qui correspond à une période à 2,32 millions d'années, hein, on est quand même pas loin d'être dans les plus anciens. Et donc ça a été réétudié assez récemment hein, et publié comme tel en disant mais oh là attention, parce que ça avait été publié de façon justement face à cette diagnose, hein, c'est très sommaire, c'est très simple, un peu archaïque, etc. Sauf que ceux qui ont commencé à réétudier ce matériel ont dit ouh attendez c'est peut-être un petit peu plus compliqué que ça, et justement leur conclusion, donc je vais aller vite, mais montre bien qu'il y a des nucléus qui sont très exploités, très épuisés, donc ça veut dire qu'il y a eu intensité de la production, et pour produire 10 éclats sur un même bloc, c'est pas aussi sommaire que ça se fait pas comme ça, donc c'est assez compliqué. Et en plus ils ont utilisé des techniques assez compliquées qui sont la taille dite bipolaire, c'est-à-dire sur enclume, un peu comme les chimpanzés, mais longtemps. Et on produit beaucoup d'éclats. Et donc, en particulier de la Torre, de publier ces résultats et de dire que c'est beaucoup plus compliqué qu'on ne pensait auparavant et que ceux qui ont produit ces outils l'ont fait de façon très efficace, très aboutie, etc., avec une complexité technique assez importante.
qui, en effet, il y a différents points. La séquence rationnelle du débitage. Le débitage, c'est l'action de tailler, hein, justement, sur les nucléus. Donc il y a beaucoup d'enlèvements, beaucoup d'éclats qui ont été produits à partir d'un bloc. L'utilisation maîtrisée des angles, hein, parce que c'est pas si facile, en effet, de tailler. On doit suivre les angles de la taille, etc., la force, etc. La production optimale des objets désirés, c'est-à-dire qu'ils avaient la forme, le tranchant assez long, etc., maximum, et une gestion efficace de la matière première, suivant la morphologie du bloc, etc. On le taille très très bien. Donc, pour conclure, la diagnose classique, ça marche plus pour Homo, d'après de la Tour. Tu vois, summing up, pour résumer, il apparaît que la technologie employée dans les industries de la vallée de l'Homo, en tout cas de ces sites, hein, de Homo 57, n'est pas aussi simple qu'on a longtemps pensé ou laissé penser. Très bien. Alors, parallèlement, on peut mettre en évidence aussi, non pas la réanalyse, mais la découverte de nouveaux sites, de nouveaux assemblages qui, peut-être, mettent aussi en question cette diagnose un petit peu simpliste, non pas simpliste, mais cette diagnose un petit peu classique de l'Oldowayen, c'est-à-dire une industrie sommaire, archaïque. Premier exemple. Gona. Gona est connu depuis très longtemps. Hein. Il y a 3 séries de sites qui ont été découverts à Gona, à Kadagona. Il y a le premier site, il y a les 3 sites, Kadagona, 2, 3. Kadagona, c'est une rivière en fait. Hein. Donc on a Kadagona, 2, 3, 4, qui a été découvert dans les années 70. Et puis G10, East Gona, puisque c'est la rivière, donc à l'est. East Gona 10, 12, et puis d'autres sites, OGS 6 et OGS 7. Donc c'est les industries, les plus vieilles industries connues à ce jour. 2,6 millions d'années. Puisque si on regarde, là encore, il y a des tufs, c'est parfait. Ils sont juste sous le tuf AST 2.75, qui a été daté à 2,52, donc 2,6 millions d'années, pas de souci. 2 séries de sites. On a le site Kadagona 234, dont je vous ai parlé, découvert dans les années 70. Et c'est vrai, tel qu'on peut voir le matériel et tel qu'il a été publié, bon, j'ai pas de dessin beaucoup plus joli que ça, mais c'est globalement des outils qui ont été décrits alors comme sommaires, archaïques, technologiquement peu aboutis. Normal, ça se voit, il y a 2-3 enlèvements, mais parallèlement dans les années 80, pas parallèlement, après, dans les années 90, notre ami Sileshi, là, qui était en photo, Sileshi Semo, découvre donc ces sites EG10 et EG12 en particulier, et là, pour le coup, on ne peut pas dire que c'est assez sommaire. Moi-même, j'ai vu ce matériel, donc il y a bien des galets aménagés, etc., bon, très joli d'ailleurs, mais aussi une succession une production en série d'éclats qui montre que ce n'est pas aussi sommaire que ça. Ça ne peut pas être aussi sommaire, parce que pour produire une série d'éclats, parce qu'on a réussi à remonter les uns sur les autres le bloc de matière première, il y a 10 éclats, par exemple, qui remontent et qui collent les uns aux autres. Donc ça veut dire qu'ils ont eu les capacités mentales d'anticiper la production de 10-15 éclats sur un même bloc. Donc on ne peut pas appeler ça de l'archaïsme. Parce que pendant longtemps, on a aussi parlé de paléolithique archaïque pour définir un petit peu cette période. Mais, sauf que non. Donc ça a été publié en effet en disant non, c'est pas si archaïque que ça, c'est pas possible. Alors, bon, très bien. Donc ça, c'est le premier exemple. Deuxième, West Turkana, qui est encore plus flagrant et magnifique à la fois. 2 occupations, 2 sites, 2 localités à 100 ou 200 mètres l'une de l'autre ont été découverts. 2,34 millions d'années, donc on est toujours dans les premiers, 2,34 millions d'années, avec un premier site, Lokalalai 1, une première localité, qui en effet regroupe un assemblage d'outils en pierre, là qu'on peut aussi non pas qualifier d'archaïque, mais issu d'un processus assez sommaire et une gestion assez sommaire des matières premières. Très bien. Deuxième site, là, juste à côté, 200 mètres, contemporain,
à 2,34 millions d'années. Magnifique assemblage, magnifiquement publié sur les remontages justement de ces nucléus, de ces éclats sur les nucléus, et qui mettent en évidence, je crois que c'est jusqu'à 40, je crois que c'est 40 éclats remontés les uns sur les autres, et encore il en manque, donc c'est quelque chose qui est autour de 70, une production à partir d'un bloc de 70 éclats. Et donc là de dire, c'est pas possible, on peut pas là non plus parler d'un débitage sommaire, c'est très très organisé mais très abouti. Donc, deux conclusions à l'issue de ces publications-là, deux conclusions. D'abord, peut-être s'agit-il de deux, parce que c'est contemporain, on a deux localités avec deux assemblages qui sont totalement différents, l'un, si je caricature, sommaire, l'autre très organisé. Donc il s'agit peut-être déjà d'une part de deux populations, deux groupes différents. Alors on ne sait pas, hein, ça peut être ils ne sont pas allés en effet jusqu'à proposer, il y en a un c'est Australopithecus et l'autre c'est Jean Ramo. En tout cas deux groupes de populations différentes, mais surtout la deuxième question, c'est que si à 2,34 millions d'années, on a quelque chose d'aussi abouti que ça, là, c'est pas possible que les premières industries arrivent comme ça, spontanément, toc, aussi abouties. Donc c'est tout le débat un petit peu sur l'apparition actuelle de la complexité technique. Est-ce que le caractère soudain, donc les premiers outils c'est autour de 2,6 millions d'années, alors ils arrivent déjà très aboutis, bon. Moi je doute, ou le caractère un petit peu évolutif, ce qui veut dire que s'il y a 2,6 millions d'années ou 2,34 millions d'années, on a quelque chose de déjà si abouti, ça veut dire que précédemment, on a d'autres outils qu'on n'a pas encore découverts, mais et si on a des outils qui sont antérieurs à 2,6 millions d'années, on va se heurter à un autre problème, c'est que normalement, l'émergence du genre Homo, pour l'instant, il est à 2,4, 2,5, enfin il était 2,4, 2,5, donc si on n'a pas d'Homo habilis ou d'Homo rudolfensis avant, si on trouve des outils à 2,8 ou à 3 millions d'années, qui en est l'artisan, qui en est l'auteur? Donc quel artisan? Ça pose un problème si on en trouve avant. Bon, alors ça commence un petit peu à se régler, puisque vous n'êtes pas sans savoir que depuis quelques semaines, je ne sais même pas si ça fait quelques semaines, a été publiée la découverte de ces fragments mandibulaires du plus vieux représentant du genre Homo, Homo rudolfensis, Homo habilis, enfin c'est pas bien, mais le plus vieux représentant du genre Homo, daté à 2,8 millions d'années, hein, toujours dans la phare, hein, là comme vous voulez, bien calé chronostratigraphiquement, je mettrai un petit bémol, mais parce qu'il y a là aussi un beau tuf, mais ce tuf, il est, comme vous le voyez, il est sous le site LD, sous la découverte, LD 350. Bon, donc il y a une petite corrélation aussi avec un temps de sédimentation, etc., etc. En tout cas, 2,8 millions d'années, ça précède de 400 000 ans les plus anciens représentants du genre Homo qu'on connaissait auparavant. Donc on n'est pas au bout de nos découvertes, ce qui veut dire que si on trouve des outils plus anciens que 2,6 millions d'années, comme c'est tout à fait probable vu le caractère abouti qu'on trouve à 2,6 millions d'années, déjà on pourra le caler un petit peu avec le premier représentant du genre Homo. Bon, d'un autre côté, on s'en fiche un petit peu, puisque ça ne veut pas dire que c'est les premiers représentants du genre Homo qui sont les fabricants des premiers outils. Ça, comme on l'a vu tout à l'heure, hein, ça peut être aussi partagé par Australopithecus ou par Anthropus, etc. Et je vais finir. Donc je suis obligé de finir. Donc je vais finir sur un dernier exemple de cette apparition soudaine ou graduelle. C'est un petit peu plus récent, mais c'est mon expérience, donc autant que je vous en parle. C'est un autre site qui s'appelle Fejej, qui est pas loin du tout de West Turkana, là où on a trouvé l'Okalalai dont je vous parlais tout à l'heure, qui est donc dans le bassin de l'Homo Turkana, donc le lac Turkana, c'est un bassin endoréique, hein, il n'y a que l'Homo qui arrive et qui amène les sédiments, et donc on a entre le dôme éthiopien, hein, le dôme
le dôme éthiopien et le dôme kényan, on a cette dépression de l'Homo turkana où, en effet, se sont accumulés des centaines de mètres de sédiments dans lesquels on a plusieurs formations donc très importantes, les formations où on a découvert dans l'Homo à Shungura ou Kobifora ou Nachupi, qui est la formation où on a découvert les sites là, de Lokalalai et tout ça, ça doit concentrer un petit peu, je sais pas moi, 50% un petit peu des découvertes, ou 60% des découvertes à la fois d'hominidés et de restes archéologiques antérieurs à 2 millions d'années. Et donc il y a un site quand même ici, le site de Fejej, donc que vous voyez ici, Fejej, qui est en haut au nord de la formation de Kobifora. Et c'est un site sur lequel on est allé fouiller, et donc c'est pour ça que je vous en parle, et pour vous montrer aussi que le caractère un petit peu abouti. Donc c'est très très loin, voilà, c'est à 800 km d'Addis Abeba, c'est très compliqué pour y aller, voilà, on y va en voiture, et le camp est là, voilà, il fait très sec, etc., etc. Très bien. Et on a fouillé depuis les années 92, pas moi, 92, j'étais encore un petit peu... Hein, je le suis toujours d'ailleurs, merci. Et donc en 92, première mission, et vous voyez l'évolution, petit à petit, on a élargi la fouille, en 97, là je suis arrivé, donc on en a mis un coup, et 98-99, pour plus de 80 mètres carrés de fouilles, pour découvrir un sol d'occupation, tout simplement, un sol d'occupation, d'hominidés au moins, avec... qui n'a pas bougé, c'est juste une photographie d'un sol d'occupation qui a été inondé très rapidement après, d'une photo de ce qui passait il y a 1,9 million d'années, ça aussi c'est bien daté, mais je vais passer sur le côté datation, avec rien n'a bougé en fait depuis, des pattes entières d'antilopes encore en connexion anatomique, l'association entre des outils en pierre et des restes d'hominidés, non pardon, c'est pas des restes d'hominidés, c'est de la faune, beaucoup de faune, et en particulier des faunes qui montrent des cassures sur os frais, c'est-à-dire des cassures qui ont vraiment été faites il y a 1,9 million d'années, pendant que l'animal était juste mort. On a même retrouvé, et ça c'est... Mais bon, je ne vais pas faire un pub, mais on a retrouvé, regardez, ce petit éclat-là, ça c'est le petit éclat de percussion qui, au moment de la fracturation de cette épiphyse, est sortie. Elle était juste à côté de l'os, là, juste à côté. 1,9 million d'années, on découvre l'os, on découvre le truc, et ça recolle. De même, pareil pour les éclats que vous voyez là-haut, c'est des accidents de taille qui sont assez communes. Hein. Quand on taille, toc, l'éclat parfois se fracture en deux de façon longitudinale. On en avait un là, on en a un à côté, il recolle. C'est voilà, c'est juste une photo d'il y a 1,9 million d'années, intacte. Et quand même, associé, mais je ne peux pas le dire non plus, associé avec des dents d'Homo habilis, publié comme tel en tout cas, qui n'est pas tout à fait sur le site de fouille que je vous ai montré ici, qui est dans les mêmes niveaux juste à côté, c'est à 50 mètres, dans les mêmes niveaux. Pour la petite histoire, c'était très drôle, puisque une année, on a découvert un fragment de dent, donc d'une molaire d'Homo habilis, et on a naturellement tout ratissé. Vous nous voyez là, je ne sais pas si j'y suis, mais on ratisse le sol, bien sûr, pour essayer de trouver d'autres. Et on ratisse tout, on enlève tout. Très bien. Et on n'a rien trouvé d'autre qu'un fragment de dent. On revient 2 ans après, 1 an et demi après. On se dit, bon, allez, par conscience professionnelle, on va y retourner. On refait exactement la même chose. Qu'est-ce qu'on trouve? Le deuxième morceau qui recolle, puisque avec la pluie, etc., naturellement, ça avait dégagé le sol. Et là, c'est quelque chose d'assez... Comment dire? Magique. Ouais, c'est ça. Quelque chose d'assez magique. Mais moi, j'étais pas là pour parler de ça, j'étais là pour parler aussi des cailloux, juste pour vous dire qu'on a retrouvé beaucoup sur la fouille qu'on a fait, là où ça n'a pas bougé, beaucoup d'outils en pierre, des percuteurs, des éclats, des galets aménagés, des nucléus, plusieurs milliers de pièces associées à de la faune, hein, beaucoup aussi de restes d'animaux.
et même un peu de primates. Et si on revient aux outils en pierre, juste pour vous montrer aussi le côté un petit peu abouti à l'époque, c'est-à-dire qu'on a 3 grandes exploitations qui ont vraiment été différentes selon la morphologie de la matière première, en quartz ou en basalte. S'ils prenaient un bloc de matière qui était plutôt cubique ou ovalaire, naturellement, la gestion n'était pas la même, et on retrouve ça un petit peu en série. Donc là, on a ce qu'on va dire une gestion orthogonale pour exploiter le maximum d'éclat à partir de ces galets. On va avoir aussi une espèce de débitage en tranches sur le côté, ding, 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 aussi en utilisant des enclumes. Ou alors encore une gestion un petit peu unifaciale, sans tripette. On ne va pas rentrer dans les détails, mais ça, vous me montrez ça un petit peu, bon, j'exagère un tout petit peu, mais c'est pas mon genre. Vous me mettez ça dans un site du Paléolithique moyen, par exemple, ça me choque pas plus que ça. J'exagère un petit peu quand même. Mais tout ça pour dire que c'est déjà très très organisé. On est à 1,9 million d'années, d'accord, on n'est pas à 3 millions d'années, enfin on n'est pas à 2,6 millions d'années. Il y a déjà 600 000 ans, mais on est quand même dans ce qu'on appelle l'Oldowien, et c'est déjà très, très organisé. Donc, apparition soudaine ou graduelle. Donc ça, c'était ma 3e question, et j'avais prévu le coup, donc je peux vous le dire, à suivre. Voilà. Quel peut être le rapport entre le développement du cerveau de ces tout premiers artisans, entre guillemets, et leur production, et est-ce que cela renseigne, en tout cas, ce qu'ils ont produit sur le développement de leur cerveau, enfin de leur connaissance. Oui, je comprends bien. Alors, il y a 2 points. Je vais d'abord souligner. D'abord, n'étant pas paléanthropologue, je ne suis pas un spécialiste du cerveau, mais et le 2e point, c'est qu'on travaille beaucoup là sur des fossiles. Et comme je l'ai dit peut-être au tout début, c'est-à-dire c'est un grand puzzle, c'est un puzzle géant. Alors encore plus quand on a des fossiles. Vous imaginez bien des fossiles d'hominidés, on a rarement l'occasion d'avoir des crânes complets, et en particulier pour connaître la capacité crânienne, par exemple, on est assez bloqué. Donc il y a des publications et des recherches qui sont alimentées de jour en jour, sur la capacité crânienne, si on veut dire, puisque c'est un petit peu par rapport au cerveau et la place du cerveau dans la boîte crânienne. Et là, il y a des contradictions, pas des contradictions. On a toujours pensé, puisqu'Homo habilis, c'était un des critères sur la capacité crânienne autour de 600 cm3. Maintenant, a priori, on s'aperçoit qu'elle peut être aussi partagée par d'autres australopithèques. Le cerveau n'est pas forcément aussi petit avant et gros après. C'est pas la taille du cerveau qui fait la taille de l'outil, finalement. Donc, je crois que là-dessus, par rapport au développement du cerveau, après, il y a toutes les structures endocrâniennes qui sont encore à l'étude, mais c'est plus facile d'étudier des crânes d'Homo sapiens que des crânes qu'on n'a pas des premiers hominidés. Donc je crois que ça continue. Mais... J'aurais voulu préciser ma question, je l'ai peut-être mal posée. Peut-on faire une corrélation entre ce qu'ils ont produit et le développement de leur cerveau ? Je dirais que ma réponse serait la même, à peu près. Bon, mais que le cerveau soit de plus en plus compliqué, oui, que le développement du cerveau jusqu'à nous, par exemple, est un lien avec la production matérielle, sans doute, même sans aucun doute. Mais après, pour ce qui est des premiers représentants, et pour comparer entre les différentes espèces et genres qui cohabitent ou coévoluent à cette période, là... Parce qu'ils ont consommé de la viande à partir de ce moment, non ? Et ça a une influence sur le développement de... Oui, aussi, bien sûr, oui, tout à fait, oui. Donc il y a une influence. Ah oui, qui est une influence, oui, mais
très positive et très créatrice. Oui, Oui. accentuée, quoi. Bien sûr. Mais après, est-ce que c'est partagé par tous les primates non humains et les représentants et de la filière du genre Homo? Là, c'est plus compliqué. Est-ce qu'on peut imaginer aujourd'hui qu'il y aurait des populations qui auraient légué leurs connaissances à d'autres, donc qui auraient une possibilité d'apprentissage? Des populations d'hominidés, donc qui auraient éventuellement légué cette possibilité de tailler la roche? Alors, je n'ai pas dû comprendre la question. C'est-à-dire des populations actuelles? Non. Ah non. Nous sommes en 2 600 000. Oui, 500 000, oui. Voilà. Est-ce que certains groupes humains, hominidés, vous les appelez primates, est-ce qu'ils auraient pu léguer par apprentissage ou par connaissance réciproque l'utilisation de ces pierres? Sans aucun doute. Mais on ne peut pas vraiment... on ne peut pas vraiment le certifier, hein, mais de toute façon, on peut certifier très peu de choses, puisqu'on joue sur, là encore, un gros puzzle avec des grosses pièces qui manquent. Mais de toute façon, c'est toute l'évolution depuis 2,6 millions d'années, toute l'évolution des outils, en particulier des outils en pierre, montre bien qu'il y a forcément une transmission de génération en génération, et qui fait suite ensuite par imitation. Ça peut être aussi par imitation entre différents groupes, etc. Là, on ne peut pas aller jusque-là, on ne peut pas faire d'ethnologie des groupes d'hominidés il y a 2,5 millions d'années. Mais si ils nous ont légué jusqu'au paléolithique supérieur des feuilles de laurier, etc., c'est qu'il y a une évolution et qui passe de génération en génération, sans aucun doute. Je ne sais pas si je réponds, mais... C'est-à-dire que les distances sont énormes entre l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique de l'Est, ou l'Afrique du Sud. Et donc, alors attendez, là il y a une autre question. Alors d'accord, il y a une autre question, c'est de savoir si entre différents groupes, et en particulier géographiquement, mais aussi temporellement, hein, de façon diachronique, s'il n'y a pas eu d'évolution ou d'innovation séparées, entre guillemets, s'il n'y a pas des convergences techniques qui partent un foyer ici, ou s'il y a eu contact entre les populations. Hein, ça, c'est... En fait, vous mettez le point sur exactement les grosses interrogations qui animent les préhistoriens, en tout cas... moi, par exemple, qui travaille un petit peu là-dedans, c'est de savoir, parce que quand on parle de migration, quand on parle de transition, quand on parle de... En fait, c'est valable quand on a, en effet, une haute résolution au niveau des dates, au niveau des occupations, etc., et puis géographiquement. Mais parler de migration, quand on parle de migration d'out of Africa, etc., on parle, en effet, les distances sont énormes, les temps sont très longs, et là, en fait, on parle un petit peu... il manque quelque chose, hein. C'est un petit peu le dernier cours, là. Je vais essayer d'aborder ça, sauf que, en fait, tant qu'on n'a pas une résolution très élevée d'occupation au niveau de la chronologie et au niveau de spatio-temporel, ça ne reste que spéculation. Et moi, je peux vous dire, est-ce que l'acheléen, par exemple, les bifaces, on a des bifaces qui apparaissent en Afrique il y a 1,8 million d'années, il y en a qui apparaissent à 1,2 million d'années en Asie. Qui a fait les premiers bifaces? Est-ce qu'ils sont partis d'Afrique, les premiers acheléens, est-ce qu'ils sont partis d'Afrique et puis ils sont allés en Asie? Puis donc, c'est normal, il y a des bifaces en Asie. Ça peut être très bien, mais il y avait des gens déjà, il y avait déjà des populations qui étaient en Asie avant 1,2 million d'années. Alors, n'est-il pas... est-ce qu'on peut penser aussi que ils ont inventé aussi le biface? Les innovations techniques, ça c'est aussi quelque chose de compliqué. Les changements techniques, les sauts technologiques. En effet, contact ou convergence. Tout le monde taillait des outils ou il y avait des gens spécialisés dans les tribus qui étaient voilà. Bon, là encore, on est sur les premiers outils, donc
on a même pas de restes d'hominidés qui sont avec. Donc je peux pas vous dire qui taillait. Si c'était le vieux, le jeune. Par contre, de façon plus raisonnée, et on revient sur la même question, c'est-à-dire que plus on avance dans le temps, plus la résolution est grande. Et on a des sites incroyables à Pincevent, en Île-de-France, ou à Taramsa en Égypte, des choses incroyables. Justement, les remontages dont je vous parlais, ils arrivent à faire. Donc on arrive à faire des remontages, d'une part, avec des pièces qui sont là-bas, avec des pièces qui sont là, avec des pièces qui sont là, et ils arrivent surtout à mettre en évidence qu'il y avait des apprentis ici, et qu'ils ont commencé ici, et puis qu'après, c'est pas l'apprenti qui a continué, mais c'est le master, le maître qui a... Donc on ne sait pas, je ne peux pas vous dire si c'est une femme ou pas une femme. A priori, on a toujours dit, plutôt dans les rapports ethnologiques en plus, là qu'on peut avoir directement, que la taille de la pierre est plutôt réservée, est plutôt masculine, mais en tout cas, ce qu'on arrive à voir, c'est des aires d'apprentissage, des aires de taille, de voir qu'il y a un chef, enfin pas un chef, un master, un maître, voilà, un maître, mais ça c'est sur quelques sites, c'est une poignée de sites, et en aucun cas sur des sites qui datent de 2,5 millions d'années. Il faut attendre des sites relativement récents. Mais on a une très bonne résolution sur certains. J'ai une question sur le site de fouille que vous avez présenté, le site de Fégège. Oui. Donc la photo qu'on voit, il semble qu'il y ait des personnes qui oui. soient actifs sur le site, en train de passer au crible un peu tous les éléments. Et j'aurais voulu savoir en fait à quelle profondeur vous avez par exemple trouvé cette dent. La dent. Profondeur. Oui, à quelle profondeur on a découvert quoi? La dent. Vous parlez, oui, par exemple. Alors parce qu'il y a différentes choses. Parce que en fait c'est une butte. C'est une butte qui est recouverte d'un. On voit pas bien là, mais même pas du tout en fait. Mais en haut, là peut-être que. Non, ma photo est trop petite. Ici là, ici, on voit quelque chose. Voilà, ici on voit pas, mais il y a un tuf. D'accord, qui date d'1,89 million d'années. Et le sol d'occupation, j'ai perdu ma... Ah voilà. Le sol d'occupation, puisqu'on a fait une tranchée justement pour avoir toute la séquence sédimentaire et pour voir un petit peu tout ça. Hop, ici c'est 3 mètres. Voilà, donc il est 3 mètres sous le tuf. Mais naturellement, comme vous pouvez le voir, c'est une butte, donc ça s'est érodé sur le bord et ça va déclinant. Et quand on arrive, non, j'ai pas celle que je voulais, dommage. Ici, là, donc là c'est la tranchée avec le tuf, toc. Et ici, par contre, on a décapé de 5 cm parce qu'on était dans le petit oued, en fait, au bord du petit oued qui décape. Donc ça dépend. Mais 3 mètres ici, là, 3 mètres. 3 mètres dans un sédiment induré, marteau-burin, sous 40 degrés. Mais ça, c'est pas la question, ça. Et ici, ça c'est autrement. Ça c'est un petit peu dans tout ce dont je vous ai parlé. En fait, les fouilles sont assez rares. Quand on vous parle de découverte d'hominidés, Australopithecus, etc., il s'agit essentiellement, avant tout, de prospection. Parce qu'on sait qu'on est on marche sur des niveaux qui sont datés de 3 millions d'années, qui s'érodent petit à petit. Donc d'une année, c'est pour ça que d'une année sur l'autre, on peut repasser, on retrouve des choses. Ça s'érode, le vent, la pluie, etc. Mais on sait qu'on est dans des niveaux de 3 millions d'années, 4 millions d'années. Et là, on marche, et là, il faut avoir l'œil. Et là, c'était le cas. On est dans des niveaux, dans les mêmes niveaux que ceux qu'on a fouillés, donc 1,9 million d'années, mais c'était en surface. Les dents étaient en surface. Est-ce que ça implique aussi que la structure des sols n'a pas tellement bougé? Elle n'a pas encore bougé parce qu'elle s'érode en ce moment, quoi. À ces niveaux-là, elle s'érode à ce moment. Non, mais donc, sur les 3 millions il peut y avoir, d'années, il peut y avoir. Il n'y a pas eu beaucoup de perturbations, enfin de modifications dramatiques. Ça dépend, c'est tout le jeu justement des géologues
qui vont aller voir pour faire des corrélations stratigraphiques entre les différents niveaux. Là, ça s'est érodé, ça a tout complètement bougé. Là, on a ce qu'on appelle des badlands, là, justement, où tout a été raviné, etc. Et ça a été changé. On retrouve tout, en fait, en palimpseste. Il y a tout qui arrive d'un côté. Donc là, c'est tout le rôle, justement, des géologues d'essayer de clairement établir l'intégrité de la sédimentation. Mais dans le cas présent, non, ça n'a pas bougé. Si j'ai bien compris, entre 2 millions d'années et 3 millions d'années, les paléoanthropologues ont trouvé toutes sortes de pierres taillées et puis pas mal de crânes d'hominidés anciens, les uns étant, bon, on dit ça, c'est genre Homo rudolfensis, Homo habilis, et ça, c'est plutôt des australopithèques ou des paranthropes. Qu'est-ce qui a permis de dire, en regardant les outils, les pierres taillées, est-ce que c'est plutôt préhumain, hominidés préhumains, ou c'est plutôt des hominidés humains? Est-ce qu'il y a on distingue dans la qualité de l'outil, je ne sais pas moi, l'arête, la façon dont elle est travaillée, on voit une différence entre les uns et les autres qui ont permis de dire, ça c'est plutôt des humains, ça c'est plutôt des australopithèques, des préhumains. Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose qui permet de distinguer? Je pense que je peux faire une réponse courte. Ouais, Rien. Rien ne permet... Non, de différencier quoi que ce soit. On ne sait même pas qui appartient à qui a fait quoi. Alors, qu'est-ce qui a permis à ce moment-là de... L'association, c'est juste l'association. Le seul argument qu'on peut avoir, c'est si je trouve, en fouillant ou dans les mêmes niveaux, à côté, là, un crâne d'Australopithèque, là, un outil. Bon, alors là, je vais réfléchir, on est dans le même niveau, je vais me dire, probablement que l'Australopithèque qui est là, il a quelque chose à voir avec l'outil. Mais c'est la seule chose, c'est tout le problème, parce que dans la majorité des sites, on va trouver soit des cailloux, soit des restes d'hominidés, et ils sont très rarement associés. Donc, on ne peut pas savoir qui a fait quoi. Alors, qu'est-ce qui permet à ce moment-là de dire que ceux à qui on a donné le nom de genre, Homo, oui, ce sont vraiment des Homos? Est-ce que c'est pas des Australopithèques? Parce qu'il y a d'autres critères quand même. Avant tout, on définit pas l'homme. Ça c'est le biais dont je parlais au tout début. On a décidé à un moment donné de définir l'homme en plus de critères morphologiques et anatomiques, à partir de critères techniques. L'homme est un artisan, c'est l'outil. Mais en fait, ça on peut peut-être un petit peu l'écarter parce que rien. Mais ça va même plus loin. Vous savez, moi encore une fois, je suis pas paléanthropologue, mais dans les années 90. C'est allé assez loin pour remettre en cause l'appartenance, on va dire, je vais faire assez vite, d'Homo habilis et Homo rudolfensis, c'est-à-dire les plus anciens représentants du genre Homo, on voulait les extraire. Certains paléanthropologues ont milité pour extraire habilis et rudolfensis du genre Homo et pour en faire des australopithèques. Bon, ça s'est un petit peu étouffé, etc. Parce qu'à un moment donné, les critères n'étaient plus assez définis, ou alors les critères qu'on avait pris, ils pouvaient être démontrés, ils pouvaient être autant archaïques que dérivés. Donc à un moment donné, on a dit, est-ce que Homo habilis et Homo rudolfensis, ils sont Homo ou ils sont australopithèques? Bon, c'est pas réglé, sauf Donc l'outil, c'est un argument qui, à mon sens, n'aurait pas dû être dans la diagnose et dans le concept du genre Homo, parce que on n'en sait rien. Ça a été un choix en 1959 d'attribuer la fabrication d'outils à Homo habilis et non à Synjanthropus boisei. Et depuis, ça a un petit peu biaisé la discussion. Alors c'est plutôt le volume du crâne qui est un petit peu plus élevé chez les Homo rudolfensis et Homo habilis, c'est plutôt ça alors qu'il y a... Oui, plutôt que l'outil, oui. Plutôt que l'outil, oui. D'accord. Bon, vous avez raison. Mais ça
ça l'est encore hein, actuellement. On je veux pourrait dire. aussi bien dire, je ne sais pas moi, Australopithecus rudolfensis. Ah ben certains paléanthropologues ont argumenté dans ce sens. D'accord. Mais ça s'est un petit peu calmé, tout le monde est d'accord. Encore, on retrouve encore. D'ailleurs, bon, on retrouve encore un Homo habilis à 2,8 millions d'années. Donc là, tout récemment, ils ont réétudié le maxillaire dont je vous parlais tout à l'heure, la mandibule dont je vous parlais tout à l'heure de OH7, qui est l'holotype de Homo habilis. Ils viennent de la réétudier, de la republier dans Nature encore, pour justement pour dire non, ça va comme ça. Donc, Pour repréciser un petit peu les caractères morphologiques.